Dans cette édition sur TVS, la lecture du rapport final de la première édition de la conférence nationale du leadership féminin au Gabon, d'où est né le premier incubateur citoyen dénommé Politica. Suite à la grève des agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, le ministre de l'eau et de l'énergie, Patrick Eyogo Edzan, réagit dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Face à l'état d'insalubrité dans lequel plonge la ville de Mondji, la société de collecte des ordures Gabon Propre Service n'a pas tardé à réagir et balayer du revers de la main la rumeur de la grève qui planait. La reprise du service est donc effective, comme en témoigne le directeur général de cette entreprise dans ce reportage que nous proposent nos confrères de Média Plus. Les réactions sont finalement concrètes face à la situation dans laquelle la ville de Port-Gentil était plongée depuis près d'une semaine. L'entreprise GPS Mondji vient de reprendre ses services de collecte et de ramassage d'ordures ménagères à travers les artères de la cité de l'Or Noir. Une opportunité toute saisie de revenir de façon succincte sur les faits ayant occasionné cette insalubrité grandissante dans la ville. Donc effectivement, depuis quelques jours, vous avez constaté que les enlèvements ne se faisaient plus. Je tiens d'abord à rassurer la population, il n'y a pas de grève. J'ai entendu beaucoup de rumeurs, GPS fait grève, GPS ne veut plus travailler. Non, ce n'est pas cela. J'ai bien dit que nous sommes une société privée, mais que dans ce cas, en l'espèce, nous fournissons un service public. Et notre tutelle, dans le cas du service public, c'est la mairie de Port-Gentil. Donc, en le cas d'espèce, nous avons été confrontés à certaines difficultés, bien entendu des difficultés de trésorerie et d'autres, et nous nous sommes retournés vers la tutelle. Donc les réponses ont été données, et si vous avez commencé à faire le tour ce matin, vous avez constaté que depuis hier soir et encore aujourd'hui toute la journée, des actions de nettoyage ont commencé. Donc dans quelques jours, je suis sûr que vous reverrez la ville dans son état normal. Au regard de ces opérations de collecte, quelques interrogations se posent, notamment celle de savoir si la décharge publique est à même d'accueillir autant d'ordures ménagères. Je vous assure que pour ce qui est de la décharge de Ntchengue, il y a encore largement de place, d'espace pour supporter 5, 6, 7, 10 fois la ville de Port-Gentil. Donc la décharge n'a aucun souci. GPS Mondji continuera de fournir. Il faut que je prenne encore dans ma maison. Nous sommes à proximité du marché, il y a des denrées alimentaires, les gens viennent, ils consomment là. Il y a une école à proximité, on a des enfants qui sont là. Et ces odeurs peuvent certainement causer des maladies. Le conseil municipal de Port-Gentil et son fidèle partenaire GPS Mondji restent jusqu'alors muets sur la question. Pas une seule équipe d'intervention visible sur le terrain, quand bien même les déchets s'accroissent dans les espaces publics. Cependant, ces immondices avec la promotion 2017 du centre de formation professionnelle et de perfectionnement qui est, semble-t-il, confronté aux problèmes de stage, une conséquence de la fermeture de plusieurs entreprises dans la capitale de l'Or Noir. Retrouvons à nouveau nos confrères de Média Plus. Au terme de leur première année, les apprenants du centre de formation et de perfectionnement professionnel de Port-Gentil n'ont presque pas obtenu de stage dans les différentes entreprises basées au niveau de la capitale économique. Un véritable problème qui pourrait affecter la promotion de 2018. Je crois que ce serait bis repetita. Les entreprises, oui, mais lorsqu'on va vers ces entreprises-là, ils disent toujours la même chose. On veut bien prendre les stagiaires, mais qui va les encadrer? Avec les départs énormes qu'on a enregistrés dans certaines sociétés, il se trouve que ceux qui sont restés, ils font parfois 4 fois le boulot. Une même personne s'occupe de 4 postes de travail et ce n'est pas évident. Pour contourner cet obstacle, le directeur du dit établissement professionnel envisage d'adopter d'autres stratégies. On fera ce qu'on pourra. Et puis, bon, nous comptons aussi sur l'aide des parents, comme ça se passe partout ailleurs. On verra.
qu'on pourra insérer dans les quelques entreprises qui pourraient nous accompagner, mais je ne peux pas dire grand-chose là-dessus, hein, vu la coloration du bassin économique. Ce problème serait dû au contexte économique morose vécu par le Gabon. Nombreuses entreprises ayant mis la clé sous la porte et celles encore en activité ne peuvent pas supporter des stagiaires. Abandonnés par leurs dirigeants depuis le 28 septembre 2017, sans aucune communication préalable, les 223 salariés de l'entreprise Bouygues Services Énergie poussés vers le chômage interpellent les pouvoirs publics. Appuyés par la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon, ils lancent un préavis de grève n'excédant pas 15 jours. Pierre Parfait, Badikoump. Créée en 1929, Bouygues Énergie et Services est une entreprise française de transport et de distribution d'électricité. Mais depuis le 28 septembre 2017, ces 223 salariés ne savaient plus où était passé leur patron. Le 3 octobre 2017, c'est par visioconférence depuis Paris qu'ils apprennent avec stupéfaction la cessation de toutes les activités de l'entreprise sur toute l'étendue du territoire national, et cela immédiatement. Du procès-verbal de la séance de travail du conseil d'administration du 2 octobre 2017, l'on retient les difficultés de recouvrir la dette de l'État à hauteur de 4,7 milliards. La rupture des contrats de travail à durée indéterminée des 223 salariés, la nomination d'un mandataire spécial en la personne de Maître Athanase Ndoye-Louri pour assister le président directeur général et prendre toutes les dispositions pour qu'il soit mis fin dans les conditions conformes au droit gabonais. L'annonce résonne comme une bombe qui fait bondir la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon. La Confédération syndicale des travailleurs du Gabon, par la voix de son président, constate et relève ce qui suit. 1. Bouygues Énergie et Services a délibérément violé la déclaration de principes et droits fondamentaux au travail. 2. Que la nature de rupture de contrat de travail n'a pas été spécifiée aux salariés. 3. Qu'aucun des salariés n'a en sa possession une notification l'indiquant ainsi le droit lié à la rupture du contrat présentement. 4. Que la législation gabonaise n'a pas encore connu ce mode de rupture de contrat de travail par visioconférence, qui est en violation de la loi 394 du 21 novembre 1994, modifiée par la loi 12-2000 de 12 octobre 2000 et la loi 021/2010 du 27 juillet 2010, ainsi que la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail à la matière, ratifiée par le Gabon. Et comme si cela ne suffisait pas, une pression est exercée sur les salariés désabusés pour qu'ils se rendent au cabinet du mandataire spécial pour signer des documents relatifs aux droits ne reposant sur aucun fondement. Eu égard de ce qui précède, la CSTG, par la voix de son président, lance un préavis de grève n'excédant pas 15 jours à compter de ce jour et s'appuyant sur les décisions du Conseil confédéral extraordinaire tenu le samedi 28 octobre 2017 en marge de l'activité normative à l'initiative du centenaire de l'Organisation internationale du travail sur l'avenir du travail, qui coïncide d'ailleurs avec ce que nous sommes en train de vivre. La CSTG interpelle les pouvoirs publics à prendre sérieusement les dispositions nécessaires pour la résolution de la situation des salariés de Bouygues Énergie et Services, afin que d'autres sociétés de notre tissu économique dont les activités sont en berne ne soient pas tentées de suivre ce très mauvais exemple.
Je vous l'annonçais à l'instant en titre, 4 mois après la tenue de la première édition de la conférence nationale du leadership féminin, les organisatrices ont procédé à la lecture du rapport final de façon concrète. Le comité Gabon Leadership a donné naissance au premier incubateur citoyen dénommé Politica, dont l'objectif est la formation des femmes gabonaises à la gestion de la chose politique. Le récit avec Euphrem Biogo Edzo. Après de longs mois d'attente, c'est finalement chose faite. La conférence nationale du leadership féminin a fini par rendre son rapport final, lequel comporte plusieurs résolutions. Je prendrai celle du secteur politique, puisque comme vous le savez, pendant la conférence, il y a eu un panel qui était axé sur la représentativité et la participation des femmes à la chose politique. Donc une des recommandations qui a été faite est celle de pouvoir mettre en place effectivement un fonds qui permettra aux femmes de moins de 35 ans qui souhaitent se lancer en politique de manière indépendante d'avoir un accompagnement. Puisque lorsque nous avons fait le panel, ce qui a été dit par les panélistes, et qu'il est important pour se lancer en politique d'avoir des financements et donc d'être assis économiquement parlant. Donc c'est pour cette raison que nous avons estimé qu'il était important de mettre en place un fonds qui permettrait donc aux femmes gabonaises qui veulent se lancer, qui sont jeunes et qui ont le plaisir et qui aiment la chose politique de se lancer dans ce domaine. Des ouvertures qui en principe devraient permettre aux femmes de pouvoir se former tout en comprenant mieux la chose politique. Plus question pour ces femmes de pouvoir se comporter en observatrices, mais comme des personnes capables d'apporter leur point de vue sur le fonctionnement d'un certain nombre d'activités. Politica, comme vous le savez, comme je le disais tout à l'heure, c'est le bébé de la conférence, puisque c'est un organe que nous avons lancé lors de la conférence nationale du leadership féminin et qui sera mis sur place dans quelques semaines. Il s'agit donc d'un incubateur citoyen qui permettra aux femmes d'être formées et d'être formées pour pouvoir comprendre la chose politique et publique. S'agissant de la mise en place des méthodes devant permettre à l'aboutissement des objectifs recherchés, des partenaires chargés de la formation seront associés. De là sortira un calendrier des activités à venir. Une fois que nous avons eu à répertorier ces experts, nous allons pouvoir vous présenter lors du lancement officiel de Politica, nous allons pouvoir vous présenter le calendrier des actions et des formations à venir. Voilà enfin une tribune qui est censée véhiculer le savoir-faire de la gente féminine. Rappelons que la conférence nationale du leadership féminin a ouvert ses travaux le 13 juillet 2017, ceci à l'initiative d'un consortium d'associations féminines gabonaises. Des femmes, on en parle encore à travers son implication ou du moins son rôle prépondérant dans le processus de résolution des conflits à travers le monde. Une reconnaissance du Conseil de sécurité des Nations Unies qui lui a valu l'adoption de la résolution 1325. Inès Ngunga Mombo. Il est toujours préférable de sensibiliser et d'informer pour que des dispositions soient prises, pour que cette guerre n'arrive jamais. Ça va de soi que dans les années 2000, des structures ont été mises en place, même sur le plan continental, pour ne parler que des comités des femmes pour la paix et le développement, CONAFEPAD à l'époque. Ces structures avaient bien évidemment pour mission de sensibiliser les femmes, de mettre en place des structures de relais pour véhiculer ce message de paix, ce message d'amour à travers bien évidemment chacun de nos pays, et cela regroupait toutes les composantes. Vous aviez la partie gouvernementale, la partie législative, donc avec les parlementaires au féminin, et bien évidemment la société civile qui s'était fortement impliquée à cela. Il y a eu des réunions de sensibilisation, des femmes ont été portées au pinacle, si je puis m'exprimer ainsi, pour véhiculer ce message de la paix, pour expliquer ce qu'était bien évidemment la résolution 1325. Et pas plus tard encore qu'il y a quelques jours, et principalement le 21 septembre 2017, jour de célébration de la journée mondiale de la paix, il y a eu des initiatives qui ont été initiées ici et là, qui ont permis la mise en place d'une plateforme des femmes pour la paix. C'est déjà des avancées.
Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a procédé aux installations des nouveaux responsables de la Société du patrimoine et du secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Ceci en présence de nos reporters Euphrem Biyogo-Edzo et Fleury Aseondo. Certaines résolutions arrêtées puis adoptées lors du dernier Conseil des ministres commencent à prendre forme au sein du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Le détenteur de ce portefeuille a notamment eu 2 journées chargées. La première a été consacrée à la passation de charges entre le sortant et le nouveau venu de la Société du patrimoine, Rufin Douego. Après 2 ans passés à la tête de cette entité, il a été appelé à d'autres fonctions, remplacé par un pot. Et puis, gars. Monsieur le directeur général, voilà des documents qui vont vous permettre donc de continuer à suivre le travail. Comme le disait monsieur le ministre, c'est un secteur stratégique. Il y a beaucoup à faire. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Je compte sur vous pour le continuer efficacement. Merci. Même son de cloche au second jour des activités, cette fois-ci au secrétariat général du ministère de l'Eau et de l'Énergie, Raymond Okinda, quant à lui, a cédé sa place à Alain Jean de Dieu, Bernard Nyonda, du reste architecte de formation. L'homme a désormais le soin de faire ses preuves aux côtés du ministre Patrick Eyogo-Edzo. J'ai passé près de 25 ans, un peu plus, à plusieurs niveaux de responsabilité, de directeur général, de conseiller, et enfin de directeur général encore. Et aujourd'hui, je suis là. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est à vos côtés que je serai là pour vous. Mais en toute fraternité, dirais-je, en toute humilité, et avec une détermination de travailler. Je vous associerai le plus possible que je pourrai, parce que je ne peux rien faire pour vous, monsieur le ministre, si eux, les techniciens de la maison, ne m'accompagnent pas. Je déjà décelé, capté une certaine énergie, même ici, ce n'est pas pour rien qu'on a le ministère de l'énergie, mais donnez-moi suffisamment d'énergie pour vous accompagner, monsieur le ministre, pour aussi vous accompagner. Mais je vous promets de faire ce que je peux, comme je le pourrai. Je vous remercie. C'est en toute simplicité que les promus ont pris du service dans l'espoir d'apporter un peu plus. Retrouvons à nouveau Patrick Eyogo-Edzo, ministre de l'Eau et de l'Énergie, qui revient ici sur la grève entamée hier par les agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Patrick Eyogo-Edzo est au micro de Euphrem Biyogo-Edzo. Vous avez appris comme moi qu'il y a eu un préavis qui a été déposé sur la table de la SCG depuis, je crois, le 19 octobre. Ma collègue du ministère du Travail, donc, a, dans ses prérogatives, reçu les syndicats dans un premier temps pour s'enquérir un peu du préavis et notamment de la suite à donner au mouvement. C'est vrai que le mouvement a commencé hier, mais c'est arrêté puisque, effectivement, moi-même ce matin, j'ai rencontré le Synthé Plus et puis nous avons également discuté. Je crois qu'ils sont, à l'heure où je vous parle, autour d'une table de négociation. Donc je pense que j'ai rencontré des syndicats tout à fait, des syndicalistes tout à fait, comment dire, conscients effectivement de leur potentiel par rapport à ce qu'ils demandent, mais dans un autre temps, des patriotes également qui savent que, bon, on ne peut pas, dans le cas de la SEG, aller plus loin qu'il ne faut par rapport, vous savez déjà les problèmes que nous avons en eau et électricité de ce pays. Donc ce sont des gens tout à fait responsables et nous avons discuté de manière tout à fait franche et ouverte et ma porte reste ouverte en cas de besoin aux syndicats. De la même manière, j'enjoins la direction générale de la SEG à se pencher sérieusement sur les revendications des syndicalistes qui sont toutes pour nombre d'entre elles légitimes. Donc concrètement, vous êtes dit quoi? Mais vous savez, on fait un tour de table. Bon, moi, je fais le tour du secteur. Je regarde également ce qui est sur la table. Bon, quand vous avez des arriérés de la CNSS, je pense qu'on peut trouver des solutions à ça, entre d'une part la CNSS, d'une part la SEG. Je crois que, comme on dit, tout est discutable et il n'y a pas de points fondamentaux bloquants, à mon avis.
Les cas de harcèlement se multiplient sur les réseaux sociaux. Les femmes se mobilisent à Paris pour dénoncer ce phénomène. Au Gabon, la loi numéro 010/2016 du 5 septembre 2016 portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel délibérée et adopté par l'Assemblée générale. Le Sénat, pour sa part, appelle tous les harceleurs au ressaisissement. Le récit avec Pierre Parfait Mbadikoumb. La problématique du harcèlement sexuel secoue les grandes capitales du monde. À Paris, les femmes se mobilisent pour lutter contre le phénomène. Des centaines de personnes se sont rassemblées le dimanche 27 octobre 2017 sur la place de la République pour que la parole des victimes de harcèlement et de violences sexuelles qui se libèrent sur les réseaux sociaux soit aussi entendue dans la rue. À Libreville, le témoignage accablant d'une étudiante de l'université Omar Bongo dénonçant les moyennes sexuellement transmissibles alimente les conversations. Les cas de harcèlement sexuel au travail ou à l'école sont nombreux et pourtant, l'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté en 2016 une loi qui porte sur les principes et mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel. Cette loi stipule en son article 3 que sous peine de sanctions prévues par la présente loi et ou le code pénal, aucun salarié, agent public ou stagiaire ne doit subir sur le lieu ou à l'occasion du travail des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ou sexuel. Article 12. Toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en ce qu'elle aura été infligée à l'employé, à l'agent public ou au stagiaire qui aura subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel ou qui aura témoigné contre ou relaté de tels agissements est nul. Dans le pays, si les cas de harcèlement sexuel restent très élevés, c'est parce que certaines femmes finissent par céder. D'autres n'osent pas porter plainte par peur de représailles. Aux femmes, plus de courage et de porter plainte avec, bien évidemment, preuve à l'appui. Actualité hors de nos frontières à présent. D'abord en France, le gouvernement et les différentes parties calédoniennes ont trouvé jeudi soir un accord politique sur les principaux points de l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie en 2018. Presse internationale. C'est un territoire situé à 16 000 km de la métropole, français depuis 1853. La Nouvelle-Calédonie va-t-elle choisir l'indépendance? À quelques mois du choix, les avis restent très partagés. Ça, c'est naturel, ça. On va voter pour la France, on va rester français, nous. Voilà. Bah oui, c'est mieux, non? Avec l'indépendance, est-ce qu'on aura la retraite? Est-ce qu'on aura les allocations? Je vote pour l'indépendance. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur, mais l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Je préfère rester français, de toute façon. Ce référendum est l'aboutissement d'un processus de plus de 30 ans. Dans les années 80, les affrontements entre indépendantistes kanaks et loyalistes caldoches d'origine européenne sont nombreux. Point culminant, la prise d'otage de gendarmes par des Kanaks dans cette grotte d'Ouvéa. 19 Kanaks sont tués lors de l'assaut, ainsi que 2 militaires. Tout le monde craint alors un embrasement général. Quelques semaines plus tard, pourtant, Michel Rocard parvient à faire signer aux deux parties les accords de Matignon qui ramènent la paix civile. Une page nouvelle va pouvoir s'écrire, non par les armes, mais par le dialogue. Mais un an plus tard, Jean-Marie Djibaou, ici à droite, leader indépendantiste modéré, signataire des accords, est assassiné par un extrémiste, laissant craindre de nouveaux troubles. C'est finalement l'accord de Nouméa, signé en 1998, qui entérine l'organisation d'un référendum d'autodétermination en 2018 au plus tard. Alors que l'échéance se rapproche, certains imaginent désormais une troisième voie. C'est le cas de cet ancien ministre de la Justice, spécialiste du dossier. Regardez le Québec. C'est un État dans une fédération, le Canada. Il n'y a pas nécessairement l'indépendance ou le maintien dans la France.
on va tricoter, on va inventer, on va imaginer quelque chose qui n'existe pas. Ce dossier très sensible est pris au sérieux par l'exécutif. Le Premier ministre se rendra en Nouvelle-Calédonie début décembre, le président avant le mois de mai. Le compte à rebours est désormais lancé. En Espagne, la justice espagnole va émettre un mandat d'arrêt européen contre le président Carles Puigdemont après avoir mis en détention 8 membres du gouvernement catalan qui font l'objet d'une enquête pour rébellion. Presse internationale. Carles Puigdemont veut continuer le combat. Le président déchu de la Catalogne exige la libération de ses ministres et de son vice-président et appelle les Catalans à résister aux pressions de Madrid. Nous ne pouvons pas échouer. Nous devons nous battre. Et nous allons le faire comme les Catalans l'ont toujours fait, sans violence, dans la paix et le respect des opinions d'autrui. 8 des 9 dirigeants de l'ex-gouvernement catalan, dont le vice-président Oriol Junqueras, ont été placés en détention provisoire ce jeudi. Le 9e pourra lui être libéré, moyennant une caution. Le parquet espagnol a également requis l'émission d'un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont et 4 autres ministres destitués, tous rendus en Belgique depuis lundi. Présents et absents risquent une inculpation pour détournement de fonds, sédition et rébellion. L'ancien chef de l'exécutif catalan, Artur Mas, a défendu la décision de son successeur de ne pas se présenter au tribunal. S'il s'agit de savoir si en Espagne vous pouvez faire confiance au système judiciaire, la réponse est non. Vu mon expérience personnelle, je ne pense pas qu'il y ait toutes les garanties pour un procès équitable. Les avocats de Carles Puigdemont ont déjà fait savoir que leurs clients contesteraient le mandat et qu'ils ne se rendraient pas à Madrid pour être jugés. La justice belge disposerait alors de 60 jours pour décider d'extrader ou non l'ancien chef du gouvernement catalan. En sport, le président de la Confédération africaine de handball est à Libreville où il assistera dans les heures qui suivent au tirage au sort des poules de la Coupe d'Afrique de handball qui se jouera au Gabon. Mais avant, il est allé toucher du doigt l'avancement des travaux du futur palais des sports. Reportage. Aremou Mansourou, président de la Confédération africaine de handball, et sa suite sont dans nos murs depuis plusieurs heures, reçus d'abord en audience par le ministre des Sports. Par la suite, les deux parties sont allées s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du futur palais des sports de Libreville, lequel devrait abriter les rencontres de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors Hommes de handball. Le représentant de l'instance fêtière du handball continental affirme son optimisme quant à l'engagement pris par les autorités gabonaises. Nous sommes à un niveau d'exécution très avancé qui rassure et je ferai le porte-parole auprès des fédérations membres que tout se passe bien ici à Libreville et que la compétition se déroulera dans de très bonnes conditions. Il s'agira d'organiser un suivi rigoureux. L'engagement est pris pour le 25 décembre où on va assister, n'est-ce pas, au match test pour s'assurer que tout est bien en place, leur donner le délai raisonnable pour les corrections utiles et les petits travaux de finition. Je crois que je repars d'ici très optimiste et je demanderai tout simplement à tous les acteurs potentiels d'accompagner ceux qui ont en charge ces travaux. Jusqu'à présent, la partie gabonaise respecte son cahier de charge. Nous confirmons, nous tiendrons le délai. Vous savez autant que moi que le président de la République a coutume de dire qu'il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Il a dit qu'il va donner à la jeunesse africaine cette manifestation à date. Et la manifestation se tiendra à date. Le 25 décembre ici, vous assisterez au match test. En dehors de cette ultime étape, l'ensemble des délégations devront honorer de leur présence à l'école les rubans verts pour le tirage au sort de cette compétition.
Poursuivons en sport avec l'ouverture très prochaine d'un club de boxe au sein du lycée évangélique de Mélène. Le président de la Ligue est allé s'entretenir avec les responsables de cet établissement en présence d'un de nos journalistes sportifs maison, Yasser Nicolas Ndon. La direction du lycée évangélique de Mélène et le bureau exécutif de la Ligue provinciale de boxe de l'Estuaire se sont retrouvés pour une séance de travail. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'ouverture d'un club de boxe au sein de cet établissement privé protestant. Ce premier tête-à-tête était essentiellement axé sur les questions administratives afin de mieux asseoir la structure. Mais rien que de la joie, c'est pas la première fois qu'ils sont venus nous voir aujourd'hui. Je pense qu'il y a de cela 2 à 3 semaines. C'est la 3e fois qu'ils sont avec nous. Dans un cadre d'un partenariat entre l'établissement et la FEGABOX. Je l'ai toujours dit ici, nous gérons des enfants. Donc nous gérons là des initiatives, nous gérons là, n'est-ce pas, des talents. Et il faut encourager les enfants dans toutes les initiatives, il faut les encourager. Les parents, nous devons les accompagner, et non seulement à l'école, mais également dans la pratique sportive. Le sport est une boxe, tout comme le football, ainsi de suite, et comme la gymnastique que nous faisons au BPC et au baccalauréat. Donc, nous sommes l'établissement dont j'ai la charge et très heureux de recevoir la délégation de la FEGABOX. Oui, sans commune mesure. Nous les avons accueillis ici avec joie. Vous savez que nos enfants sont tellement habitués à, nous on appelle ceci les PS. Les PS, c'est-à-dire le saut en hauteur, le saut en largeur, et la course lancée de poids, tout. Mais à Mélène, nous avons voulu ouvrir un autre pont, n'est-ce pas, de cette pratique du sport, qui est la boxe. La mise en place de ce club de boxe au lycée de Mélène fera, selon les initiateurs, retrouver à cette discipline sportive ses lettres de noblesse. Depuis un temps, nous avons initié un programme d'ouverture, normalement, ou pour dire réouverture des clubs dans les établissements scolaires. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que le sport est en train de mourir complètement au Gabon. Et les clubs civils seulement ne peuvent pas ramener vraiment cette fibre vraiment sportive qui existait depuis le temps. Parce que nous-mêmes, nous sommes passés par là. Ce qui fait que nous préférons repartir vers les établissements scolaires pour leur proposer nos services en recréant les clubs, faire en sorte qu'il y ait un championnat où nous allons voir des scolaires vraiment affronter peut-être les civils ou les scolaires s'affronter entre eux pour redonner vraiment cette fibre-là sportive. Redonner la Ligue provinciale de boxe de l'Estuaire son essor d'antan est le but du bureau exécutif dirigé par Simplice Morgan. Un appel est donc lancé à l'ensemble de ses collaborateurs et aux amoureux de la boxe. Et pour refermer cette page sportive, quelle est la crédibilité des clubs gabonais aujourd'hui? C'est le sens de l'analyse que nous propose ce soir Mosconi et Ngonba. Arrivé le 21 août dernier, le nouveau ministre de Sport avait convoqué tous les présidents des fédérations, associations et ligues pour évoquer la question de bonne gouvernance de ces entités sportives. Otunga Osibajo a également rappelé que le ministère devrait les accompagner, mais dans le strict respect des textes qui régissent le fonctionnement du sport au sein des fédérations. Mais certains ne l'entendent pas de cette oreille, du coup, c'est à l'exercice du sourd qu'ils s'adonnent. Les clubs de première division n'ont pas dérogé à la règle en appliquant les mêmes turpitudes que leur tutelle. L'Union sportive Ombilanzami, au cours de son AG, a présenté un rapport financier quelque peu caduc, au grand regret des joueurs présents dans la salle et qui présentaient des signes de déception dus au contenu de ce rapport. Preuve que la question de transparence et d'équité au sein des clubs appartenant au roi n'ont de compte à rendre à personne si ce n'est au roi lui-même. Autre cas de figure qui malheureusement prône l'équité, la transparence et le vivre ensemble sont là les atouts dignes d'un club en parfaite progression. L'AOCMS, lors de son assemblée générale, a offert à toute l'assistance présente la lisibilité et la clairvoyance dans la lecture des rapports moraux et financiers qui n'ont souffert d'aucune contestation. Des chiffres clairs avec un bureau directeur qui travaille en parfaite cohésion. Créé en 1975, le FC 105, club cher à Edith Ngari, président actif de cette équipe, observe une véritable descente aux enfers dans la progression évolutive de son écurie.
Après cette fait reléguée en deuxième division pour la saison 2015-2016, le scénario s'est reproduit cette année. Le club compte désormais faire le nettoyage en apportant un souffle nouveau dans la redynamisation de ses troupes. Cerise sur le gâteau, la Fédération gabonaise de football. Après avoir organisé son congrès il y a quelques jours, la satisfaction de certains congressistes était à son comble. Bilan moral et financier adopté par l'ensemble des membres, mais aucune certitude fiable dans l'adoption de ces rapports qui, visiblement, n'ont pas été présentés à la presse. Mais le congrès s'est achevé dans une ambiance qui promet une rencontre tendue au soir de l'Assemblée générale élective de la FEGAFOOT. Nous voilà arrivés dans la rubrique Expression libre. Dites-nous combien d'États membres compte la CEMAC. Combien d'États membres compte la CEMAC? 6 États membres. Combien d'États membres compte la CEMAC? 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 6 États. Le Gabon, le Cameroun. Bonjour. Bonjour madame. Combien d'États membres compte la CEMAC? La CEMAC compte 6 États. Total. Je pense que ça doit être... La CEMAC compte 6 États membres, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo, la République centrafricaine et le Tchad. Sur ce, nous refermons cette page d'information. Merci encore d'avoir été des nôtres. Au revoir.